Donc le GAEC des Chabotins, on est situé à Châtillon-Saint-Jean, on est à 10 km de Romans-sur-Isère. C'est la porte de la Drôme des Collines. C'est une ferme maraîchère qu'on a créée en 2007, quand je me suis installé avec ma femme. On a cultivé en gros sur 1 hectare de légumes pendant plusieurs années, avec à côté aussi 1 hectare de noyers et puis un petit peu de céréales avec de la prairie. Donc en tout, ça fait 6 hectares de cultivés et seulement 1 hectare de maraîchage. Et puis en 2018, on s'est associé en GAEC avec Johannes, donc on a créé le GAEC des Chabotins. Et donc on a rajouté juste 4000 m² de semences potagères et aussi un petit peu augmenté le nombre de poules pondeuses. On est passé à 150 poules pondeuses. Voilà. Pendant donc, les 10 premières années d'installation, je travaillais avec du travail du sol, même si derrière il y avait une petite idée quand même de travailler en sol vivant, mais il n'y avait pas vraiment de retour d'expérience. J'avais peu d'échanges et juste quelques vidéos YouTube où voilà, c'était au balbutiement. Donc j'ai arrêté en 2017 une partie de travail du sol et commencé à redonner vie à mes sols en me formant avec la DAF c'était voilà, le début des formations sol vivant dans la Drôme. Et donc c'est en 2018 que j'ai commencé progressivement à convertir les jardins en sol vivant. Le sol au départ donc, est un sol sablo-limoneux avec peu de matière organique, 1,5% à peu près. Pour certains c'est déjà bien, mais en MSV c'est largement insuffisant. Donc pendant toutes les années en travail du sol, en traction animale, je faisais des apports un peu fractionnés, on va dire, de bouchons de matière organique, de granulés d'engrais, quoi. Quand j'ai fait mes apports massifs au départ, donc environ 100-150 tonnes hectares soit de compost de déchets verts, soit de copeaux de bois, il y a une période de transition là qui a dû s'effectuer où il a fallu aussi continuer un peu des apports azotés, notamment parce qu'en début de saison ça patine, il fait froid, les premiers légumes ont eu du mal à se développer avec autant de carbone et si peu d'azote en face. Donc il y a une compensation qu'il a fallu apporter, sous forme de tourteaux de ricin essentiellement. Et désormais j'augmente mon taux de matière organique. Visuellement, ça paraît bon. L'analyse, là, je ne l'ai pas faite, c'était vu que j'ai fait la première il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, donc il faut attendre un petit peu quand même, que ça se mélange tout ça, grâce au ver de terre. Et je réduis chaque année désormais ma quantité de fertilisation. Donc au niveau des apports, c'est essentiellement du compost de déchets verts. C'est là les 3/4 de notre apport de matière organique. Et puis en cours d'année, je vais apporter du foin et de l'herbe tondue fauchée sur place dans les prairies. C'est des itinéraires finalement qui sont assez classiques et prouvés chez d'autres. Hein. La plus simple que j'ai mis en œuvre la première année, c'est de mettre une toile tissée hors sol sur une prairie et suffisamment à l'avance pour qu'au moment de la plantation des courges, la végétation soit suffisamment décomposée, d'avoir juste une culture de courges comme ça sur toile. Ça fonctionne bien. Et puis surtout, ça laisse la place pour l'année suivante à des cultures plus sensibles à l'enherbement. Ça laisse un terrain propre, entre guillemets, ou pour des oignons, voilà, enchaîner une année courge, l'année suivante des oignons. C'est intéressant, ça a bien fonctionné. Et donc la commercialisation, elle a beaucoup évolué pendant ces 14 années, mais globalement, c'est de la vente directe avec marché, panier et magasins de distributeurs. Ça c'est, j'ai enlevé 2 griffes devant, ça me fait mon écartement de 30 notamment pour tout ce qui est salade, enfin je fais des lignes. C'est surtout quand il y a voilà, les stagiaires ou les woofers ou quoi que ce soit bien droit, surtout que le distançage correct pour pas qu'on ait des salades toutes petites côte à côte. Donc ça en sert juste de traceur, c'est ça, de... traceur. Si, donc ça écarte quand même le compost de déchets verts pour le semis de petites graines. Quand je parlais des carottes qui ont besoin d'être pas trop loin du sol, dans un creux. Là. Donc tu fais un sillon puis tu passes le semoir après. C'est ça. Tu fais un pré-sillon ouais. Pour virer les gros bouts de bois et puis donc ça c'est... Et le pré-sillon, pardon, j'ai pas suivi, tu le fais avec ça? Le sillon, ouais, c'est ça. Okay. Et puis comme c'est un peu souple... Et après je passe le semoir. Okay.
pour les semis de petites graines. Je m'en sers aussi pour rayonner, pour visualiser les lignes pour les plantations de mottes. Mais tu fais ça sur le. Sur la, le paillage- non, sur la le- planche, sur le compost, bon, on verra sur le place, compost. sur le compost déchets verts, ouais. Moi j'en ai une comme ça, mais avec 6 dents. Bah, normalement, il y en a au moins 5, hein. J'ai Ouais, juste c'est ça. enlevé la moitié, quoi. Après, c'est un peu souple, alors selon s'il faut resserrer pour la mâche ou quoi, je force un peu dessus et La technologie. ça c'est formidable. Ça vaut au moins 6 millions. Ouais. Moi, je sais pas combien ça vaut, neuf. Ah, Cher, hein. ça vaut pas loin, je pense, ça vaut quand même 200 euros, je crois, non? Ou je sais pas bon, ça combien. va. Ça fait 15 ans que je l'ai, alors j'ai un peu oublié le prix, quoi. Il n'y a pas de réglage de densité, donc on prend un disque qui est polyvalent pour... Des fois, il y a 10 légumes indiqués sur le disque, comme si... Donc ça demande après, au moins avant chaque semis, c'est de vérifier quand on démarre avec ce truc-là, c'est de vérifier la densité, de compter le nombre de graines qui sont tombées, puis après de rajouter un diluant Ça pour... marche. bah voilà, moi je mets de la polenta pour les carottes, je m'en sers surtout pour les carottes, les radis. Les radis, je mets pas de diluant. Qu'est-ce que je sème avec? Les navets, je mets un diluant. Là, je mets de la polenta. Et donc celui-ci, c'est celui des carottes a priori, tomates, laitue, ouais, carottes, il y est. Navets, endives. Et si tu mets pas de polenta pour les carottes, ça fait quoi? Ça fait Ah, c'est dense, c'est hyper dense. Ouais, c'est ça. Et après, tu dois en retirer. C'est avec l'éclaircissage. Oui, Oui, aussi, il faut se méfier sur la fin du semis. Ça prend d'abord les carottes ont tendance à descendre et c'est plus dense au début. Et quand on voit la fin on se dit ah c'est bon, je vais aller jusqu'au bout avec ce que j'ai là. C'est pas bien bon parce que j'aime que de la polenta. à la fin c'est une polenta. Moi, j'arrive jamais. Les carottes, elles poussent pas quoi, sur Compost. le compost. J'arrive pas. Je sais pas si elles se font bouffer ou ça germe pas. Pour moi c'est, enfin Je les rate une le fois. retour d'expérience de ceux qui ont raté en tout cas avec le compost de chez Vert, c'est vraiment le séchage. Si c'est les semis en juillet là, juin, juillet, C'est ça. ça sèche tellement. Moi c'est pour ça que des fois j'ai avec l'arrosoir, je veux que ce soit humide tout le temps. Sur le semoir heure souhait, est-ce que le sillon c'est pas suffisant quand tu es juste sur compost, enfin, sur une bonne couche? J'ai tendance à bourrer. Le soc, si je le descends un peu trop, enfin, vraiment, je peux le faire, mais il faut vraiment soit du compost très fin et Puis tu peux pas forcer comme une mule sur ce mois-là. ouais. C'est l'avantage de les bras, c'est que tu peux pousser, ça passe. Mais celui-là, Ouais, ça se bloque. bah, l'autre combine, c'est de faire un passage à vide avec le semoir. Si Ouais, ça voilà. vient, tu Ouais. repasses après. Ouais. Mais là, l'intérêt de ton outil, c'est que tu fais des sillons à peu près parallèles, quoi. J'ai oublié ce détail, c'est qu'après le semis, souvent je marche, ou quand je sème, je marche dessus quoi. Je marche sur les graines, ouais, pour que le compost soit le moins aéré possible. Le problème, pareil aussi, s'il y a trop selon la matière organique qu'il y a sur le terrain, là il a une rasette qui sert à enlever la terre qui pourrait se coller. Mais nous on n'a plus de terre, donc ça attrape des fibres de compost. Et après, sur le compost, quand vous en achetez des lots un peu importants, enfin, testez quand même. Parce que quand les plateformes de déchetterie ont des fois tendance à vous vendre des composts qui ne sont pas finis. Donc pour savoir s'ils sont finis, généralement les tas de déchets verts, ils ont des cessurines autour de 50-60. Et puis ça baisse, ça descend jusqu'à 15 à peu près. Des fois on peut les avoir vraiment en dessous si le tas est resté très longtemps en tas. Et c'est assez courant qu'ils vous vendent des composts avec un cessurine de 25. Parce que plus vite ça part de la plateforme, c'est bien. Et en fait, à ce niveau-là, c'était Soltner qui avait signalé ça dans un jardin sans travail du sol. Qu'en fait, il y a un état intermédiaire du compost, là, quand il n'est pas tout à fait fini, où ça germe pas très bien. Lui, il attribue ça à la présence d'ammonium dans l'état. Je ne l'ai jamais mesuré. Donc, mais c'est vrai que mon frère, enfin, sur la ferme, on a déjà eu le souci de compost qu'on avait fait nous-mêmes avec du broyat et qu'on n'avait pas attendu que ça composte bien. Pas moyen de faire germer une carotte là-dedans. Et on a bien irrigué le compost. Et puis après on a refait un semis, c'est parti. Oui. Mais c'est en fait voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, là il y a un état intermédiaire. Soltner dit que c'est de l'ammonium. Je le crois parce que c'est Soltner, c'est pas complètement un branquignol. Et dans son bouquin, il le montre, il fait des tests, il prend simplement du compost, une barquette, il sème du cresson, du radis, du truc, et on voit que si le compost n'est pas fini, en fait il y a la moitié des trucs qui ne germent pas. Et ces analyses, pour les avoir rapidement, tu fais normalement, si tu achètes le compost, il te file l'analyse avec. Ok. Et puis si tu l'as pas, voilà. Et puis si tu l'as pas, tu prends une barquette et puis tu sèmes tout tu fais tes essais de semis dans la cuisine et puis tu vois ce qui germe et ce qui germe pas. C'est bien de le faire dans la cuisine parce que ça évite de perdre toute la culture dans le champ parce que ça merdouille.
Et après, la pré-germination aide énormément à lever tout type de problème comme ça, quoi. Donc là, l'an passé, j'avais pas mal de petites séries de salades, carottes, voilà, des cultures qui s'enchaînent. C'est un peu la parcelle ici, bio-intensif, quoi, avec les cultures qui s'enchaînent rapidement. Même si pour la prochaine saison, c'est en train de changer, vu que j'arrête un petit peu la grande diversité. Donc là, j'ai laissé sur cette partie la végétation spontanée se développer. Ça va me faire un petit apport quand même, je ne sais pas comment on peut l'estimer, mais... Et avant, j'ai amené du compost de déchets verts en surface. Alors vous voyez quand même dans le compost, il reste quand même beaucoup de matière. Voilà. Donc parce que là, j'ai fait livrer du non criblé. Et c'est là aussi que je trouve le plus de plastique. Donc là, on a passé à la main ramasser quelques seaux de déchets. Et la saison prochaine, ici, ce sera la partie bâchée, donc les bâches tissées qui sont en bas, là, où il y avait tomates, que vous avez vu en photo, tomates, courgettes. Et ben, elles vont venir ici. Comment ? En mai, juin, tu vas la mettre. Je vais les mettre avant, parce que c'est des cultures, c'est quand ? Mi-mai, on va commencer à mettre les tomates. Donc il faut bien, au moins un mois avant, je mets la toile tissée. Et comme maintenant elle est percée, j'ai récupéré des petits carreaux de carrelage, quoi, pour mettre sur le trou. T'as pas trop de vivaces embêtantes là? T'as pas tout ça? Non, ça va. Hein. C'est sur les bords, hein, j'ai les liserons, ça dépend des planches, mais j'ai vraiment des bordures très très... où ça colonise au niveau liseron. Là on le voit pas le liseron. Hein. Ça. Donc je sais pas si vous vous souvenez du sol jaune qu'il y avait sur les photos là. Ça a bien bougé. Et cette partie-là, elle a 2 saisons. Elle n'en a pas 3. T'as du verre. Ce qu'il faut. Et donc là en apport, t'as fait 2 x 5 cm en gros? Là, il y avait eu l'apport de compost il y a 2 ans donc. 2019, vu qu'elle n'a que 2 saisons, pas 2018. Il y a eu l'apport juste en surface. Et l'année dernière, j'ai complété en fin de culture, là, en fin de saison, par du compost de déchets verts avec beaucoup de grossiers, de fibres grossières comme ça. Là. D'accord. Du non criblé. C'est ce qui reste en surface. D'accord. Donc en Avec gros, les deux apports. Ouais, j'ai toujours fait en surface ici. donc en gros, ce qui a été mélangé dans le sol, c'est surtout ton compost initial. Là. C'est surtout Ouais, ça qui a permis de. C'est ça qu'on voit le compost D'accord. sur les C'est surtout 15 là-dessus que se sont cm. appuyés les vers de terre au Ouais. début pour se redémarrer. Quoi. Ça a déjà fait du travail. Pas trop bien, quoi. Oui, donc avant, il y avait... voilà, ils ont mélangé le sous-sol avec la surface et ça fait maintenant une colle par rapport aux trucs très séparés que j'avais auparavant, quoi. Là, ça y est, c'est mélangé. Puis là, pour tout ce qui est plantation, ça doit devenir un peu plus pratique quand même. Ah oui. Le débit de chantier est plus tout à fait le même. Voilà. Excuse-moi, tu l'as Ouais. mis quand le broyat là, tu m'as dit Le broyat, Ouais. je l'ai mis peu de temps avant le semis, je l'ai mis en octobre. Octobre, donc. Octobre, La deuxième novembre. quantité, Oui, la deuxième, ouais. Ouais. Celui qui reste là. Quoi. Ouais. Octobre, novembre, décembre, janvier, et on est fin février. Ouais. Ça fait 5 mois. Ouais. C'est assez intéressant parce que. Et t'en avais mis en épaisseur parce que là, il reste plus grand chose en fait. Non, ça faisait quoi c'était dans mon dose d'entretien, quoi. D'accord. Il y a eu l'apport massif il y a 2 ans. Et là, c'était plus de l'entretien. Donc, je sais pas, il y a 2 cm à tout casser. Il y en a déjà eu beaucoup de manger. Mais... Mm. Bon, on voit surtout les gros bouts qui restent en surface, là, puis Mm. toutes les parties plus fines, elles ont déjà commencé à être intégrées par les vers. C'était du broyat ou du compost que tu as mis? C'était un compost non criblé, pas fini. Ouais, de Oui, parce romain. que ça, c'est pas fini du tout. C'est là que je vous dis que des fois, les essais sur Rennes, ils sont encore à 40 quand vous achetez le broyat. Quoi. C'est sur la plateforme de Romain, C'est ça.
Il y a Marianne qui m'a envoyé une analyse, je pense que c'est de là-bas. Ouais. Mais c'est sur une tête 30. Ouais. C'est assez élevé. Bah, c'est pas trop étonnant vu le... C'était censé être un broyat ou un compost? C'est un compost. Ouais. Ouais, c'est pas vraiment. C'est un compost jeune. Il manque 3 mois de compostage. Quoi. C'est ça. Oui, c'est ce qu'ils appellent compost du broyat. On va redescendre un peu. Là, l'apport, je l'ai fait en août. Avant le semis de... Là, c'est radis d'hiver et navets. Je n'ai pas fait d'apport complémentaire là. Et j'ai fait pareil, donc avec mon truc, les sillons là, avec ma griffe là. Et puis après, je viens avec le semoir. Semer directement, sans autre travail superficiel. Est-ce que tu peux nous repréciser un peu tes outils d'irrigation là en plein champ? Là, c'est de l'aspersion. D'accord. Il y a que le goutte à goutte, c'est à partir des toiles tissées. Tout ce qui est tomates, courgettes, aubergines. C'est quoi que tu as pour l'aspersion? C'est des trucs spinettes là, c'est tous les 9 mètres. C'est 9 mètres par 9 mètres. Donc, C'est des tubes rigides? Oui. Que t'emboîtes là? Tube alu, ouais. D'accord. T'as un rayon de combien quand tu mélanges? Et ben si c'est 9 mètres, c'est 18. 18. Oui, donc là, tu irrigues de là-bas jusque là. Ça fait un peu une tête qui tourne là, un peu micro-aspersion. Et pour les semis, ça va, c'est pas trop. Pour les semis, c'est pas trop violent, c'est pas trop. Ah non, justement, c'est fin. C'est fin. Moi, au départ, j'avais démarré avec ce que j'avais récupéré de mon beau-père, donc des arroseurs à maïs. Et là, ça continue à descendre. Là, donc là, le problème chez nous, c'est le vent. On est tout en train de remettre les bâches, les pneus. On croit qu'on a assez de pneus, il n'y a jamais assez de pneus. Et les agrafes, tu n'utilises pas? Les agrafes sur la toile tissée, mais pas sur la bâche d'ensilage. Parce que c'est un coup... C'est un coup à déchirer surtout. Ah ouais. C'est un coup de vent, si elle commence à faire flop-flop comme ça, ça va se déchirer. Je sais pas si tu l'as dit, pour l'irrigation, à l'origine, t'as quoi? T'as un forage, tu prises... Ah pardon, là j'ai un puits, une pompe qui remonte de l'eau dans une mare ici qui a 100 mètres cubes. Et c'est un quart d'heure toutes les heures, ça remonte régulièrement jour et nuit. Et quand j'ai besoin de vraiment arroser, de tirer, j'ai ensuite une deuxième pompe pour l'aspersion, le goutte à goutte. Au tout début, j'arrosais directement avec le puits, mais il n'y a pas assez de réserve. Je le vidais, je le séchais et l'eau revenait chargée de sable et de limon, je risquais de le combler. C'est pour ça qu'on a fait la retenue. Et du coup, dans la retenue, t'as combien? 100 mètres cubes. 100 mètres cubes pour 4000 mètres carrés. Donc Ça... tu la remplis au fur et à mesure. Hein? Tu la remplis au fur et à mesure. Voilà, Doucement et sûrement. c'est ça. Par contre, ça fait 3 ans que j'ai un peu des problèmes. Voilà, en août, septembre, là, parce que le puits, en fait, il s'assèche. Depuis 3 ans, non, là, je me dis que c'est plus durable. J'ai envie d'augmenter le goutte à goutte. Et la solution de secours que j'ai eue l'année dernière, c'est de me brancher sur la bande d'irrigation de l'Isère. Bah oui, D'essayer de faire des chemins de tuyaux là, avec les trucs du voisin, dans ses arbres, pour remonter, remplir un coup avec l'eau de l'Isère. Et du coup, tu as eu des problèmes de calcaire sur tes gouttes à gouttes ou pas? Non, ça va. calcaire Ouais. qui bouche les goutteurs. Plus sur les... En fait, si, sur les goutteurs que j'ai rajoutés, sur les gouttes à gouttes que j'ai percé, j'avais récupéré des gouttes à gouttes qui étaient tout bouchées par le calcaire. Ça m'a pas coûté cher, par contre je les avais repercés pour mettre des tétines là. Ah, tu mets des tétines sur les gouteurs? Pas tout, non, de moins en moins. Et donc ceux-là, oui, ceux-là ils se bouchaient. Par contre les gouttes à gouttes, goutteurs intégrés, pour l'instant j'ai pas trop de problème. Et pourquoi les tétines, c'était pas bien? C'était de la récup. Ouais. C'est percé tous les 60 pour les tomates, tout ça. Finalement, c'est pas assez. Et aussi par rapport au MSV, ça, je sais pas si vous en avez parlé encore, mais le fait d'avoir des gouteurs espacés par plan, quoi, Ouais. ça a tendance, en fait, la goutte a tendance à suivre un chemin et à descendre, Ouais. et à pas faire une auréole bien large. Si on veut vraiment que les racines aillent explorer de façon le plus large possible et pas se retrouver juste à l'endroit où il y a la goutte. C'est souvent, tu as des pathologies souvent qui arrivent là-dessus, sur toutes les cultures de printemps, parce qu'en fait, là, tu vois, le sol, il est humide de manière à peu près homogène. Tu t'imagines, tu fais une courgette ou quelque chose qui a un gros système racinaire. Si après ton système d'irrigation, lui, il n'est pas homogène, dans sa première phase de développement, la courgette, elle fait des racines partout.
et puis après elles trouvent plus que de l'eau sur peut-être 20 ou 30% du volume de sol. Et donc tu as 70% du volume racinaire qui est là, qu'est-ce qui se passe? Et ça je le vois clairement sur tomates, il y a souvent le problème sous serre. Les maraîchers font du légume feuille l'hiver, donc ils arrosent en aspersion, ou du radis, ou des trucs comme ça. Ils ont un sol bien humide, ils plantent les tomates avec du goutte à goutte. Et là, tu vois la tomate, tout d'un coup, elle galère, elle a de la cladosporiose, elle commence à partir en cacahuète dans tous les sens. Et ils te disent, ah, pourtant je mets tant d'eau, il y en a beaucoup, puis tu mets un coup de bêche, tu as 70% du volume qui est sec, quoi. Et donc ça, faut faire très gaffe. Tu peux mettre des goûteurs réguliers sur toute la longueur, même s'il n'y a pas Ouais. de plan. Après, tu peux en goutte à goutte, mais ça dépend de la nature du sol et ce qui diffuse bien. Il faut regarder le cône de dispersion, quel angle il a à peu près. Mais des fois, sur certaines natures de sol, il faut mettre un goûteur tous les 20-20, 30-30. Enfin, il faut vraiment être hyper serré, quoi. Donc, sur la tomate, notamment, il y a ce compromis de faire un peu de goutte à goutte et puis de temps en temps une bonne aspersion pour tout remouiller, quoi. Ça c'est pas mal. C'est souvent le compromis. Puis les tomates, elles aiment bien les journées chaudes. Le matin, tu leur mets de l'aspersion sur la tête. Elles adorent ça, quoi. Après, elles repartent à fond, quoi. Faut faire ça un matin d'une journée bien chaude, quoi. Tu mets bien ton aspersion, ça sèche doucement, et puis c'est bon. Alors l'ail, il fait un peu la gueule. Et ça, tu le plantes comment? Là on plante tout à la main. C'est ça. Ouais. Ok. La gestion de l'emmerdement, après tu la Alors là, on va avoir besoin d'un petit coup de lame cercleuse. C'est pour ça que je garde une plantation en ligne. J'ai souvent hésité à faire aussi des trucs à la volée ou pour passer moins de temps à la plantation. Mais je préfère garder les lignes au cas où s'il y a une intervention à faire. Mais après, tu pailles pas plus entre les cultures, entre les lignes. Pour l'ail, non. Non, pas pour l'ail, mais pour le reste, après, tu viens pailler. Non, les salades, les trucs qui vont vite. Non, je viens pas. Le compost de déchets verts souvent fait le. Oui, t'as pas besoin de redésherber tout ça, quoi. Ouais. tous tes petits outils à main, le fait d'avoir des résidus végétaux, ça te... Bah, là ça va, hein. Ça passe quoi. Ouais, mais Tu vois, tu passes une griffe. Ok, ça Si tu, te... si tu choisis une griffe, si tu choisis une petite lame cercleuse, elle va passer dessous, comme ça va aller quoi. Mais tu bourres pas, enfin tu vois. Des fois, je peux soulever le machin, oui. Ouais. C'est sûr que c'est moins rapide et moins rapide qu'avant, mais il y a tellement moins d'herbe que après, s'il y a un passage à la main encore à faire sur le rang, c'est quand même. Et la serre, donc au Farag, on a une seule serre. C'est aussi ça qui devenait limite. Je voulais pas en monter d'autres. Et par rapport à la diversification qu'on avait, une serre, ça passait plus quoi. Donc on reste avec une seule serre et on fait moins de diversité. Ouais, du compost, j'en ai remis en surface assez régulièrement. Hein. C'est tous les combien? C'est une fois par an? Une fois par an, ouais. Une fois par an, j'en ai un petit peu. Ouais. Dès que je vois du sol nu, on verra une planche là-bas, bah là, je remettrai quoi. Il a été mangé. On verra, on reviendra au fond. Je peux mettre un coup de bêche dans le bord là? Celle-ci c'est bon, ouais. Ouais, t'as rien. Parce que si ça fait 10 ans, normalement. Ah bon. C'est pas mal. Et là, il y a un petit peu épais en compost. Là, Ouais. l'apprenti, c'est lâché. C'est bizarre, c'est que tu as très peu de vers de terre dans cette butte. Ah oui. Dans la serre, j'ai quand même peu de vers de terre. Ouais. Et ça, à mon avis, c'est peut-être des fois tu laisses sécher les sols. Il n'y a pas des périodes où tu laisses tout sécher. Ouais. Ça, c'est redoutable. Non, il n'y en a pas un. Quoi. Non, c'est clair que l'été. Pourtant, là, t'as bien remouillé, tu vois, c'est bien humide, il devrait se balader. Quoi. Et on est au cœur de la butte, donc plus elles sont en place, plus elles n'ont pas bougé les buttes. Et on voit de la lombrimixion, enfin on voit plein de. On voit pas mal de guéris et tout. Mais c'est une présence passée, on va dire. Parce que là, vu la quantité de matière que tu mets, ça devrait grouiller, tu vois. Et donc pour moi, là, il y a peut-être un problème de sécheresse à certaines saisons. Typiquement, celle-là, c'est peut-être la pire au niveau Irrigation. ouais. Parce qu'elle a eu juste une ligne de goutte à goutte pendant l'été. Tu vois, alors qu'en extérieur, l'activité, elle est claire, quoi. Il y en a vraiment partout. Là, il y en a un. Donc, il y en a un peu plus là dans le passe-pied. Donc là, à mon avis, il faut être plus vigilant sur l'eau. Après, bon, tu as des sols qui minéralisent très fort parce que c'est du sable, donc les bactéries et les champignons finissent par faire le boulot de minéralisation, mais
trop régulièrement tous les ans, il y a un moment où c'est sec et les populations ça les décime quoi, c'est vraiment. Ça respire par la peau, hein, donc il y a des capes d'eau. Mais sinon ça pousse quand même. Ah oui. Bon. Il y a peut-être pas besoin de s'énerver plus que ça. Je fais des essais là pour les pommes de terre nouvelles, avec ou sans fumier de poule. Et là il y a du fumier de poule de par-dessus. Il y a du compost par-dessus. Tu calcules la quantité de matière organique en fonction des types de légumes, j'imagine que oui. Alors, la quantité de matière organique en fonction du type de légumes. En fonction de leurs besoins en azote ou pas? Non, la part tourteau de ricin que je vais apporter, oui, là, je vais la réfléchir par rapport au type de légumes. Mais le compost de déchets verts, non, c'est vraiment, pour moi, c'est un entretien de fond. Maintenant, ça va devenir une routine, quoi, et là, c'est pour toute la surface pareil, quoi. Donc à chaque fois que tu rajoutes, par exemple pour tes solanacées, entre les solanacées et tes salades, tu rajoutes en fonction Voilà. Après, j'aimerais maintenant passer, maintenant que c'est en vie et que c'est en routine, peut-être faire quelques analyses au niveau azote, voir est-ce que j'ai besoin de ce tourteau de ricin. Parce que pour moi, c'était un peu une béquille pour le démarrage. Est-ce que j'en ai encore besoin? Est-ce que tu pourrais aussi envisager de mettre plus de compost en fonction des cultures? Ouais, bah après le compost là, c'est au niveau minéralisation, c'est quand même assez aléatoire au niveau et que je le vois plus comme pas comme un fertilisant, mais comme quelque chose qui va être consommé et relibéré l'année suivante. Donc est-ce que je dois, je sais pas si c'est le bon raisonnement. Bah, l'année suivante, oui et non, ça met plutôt 10 ans à finir de se décomposer, quoi. Oui. Donc voilà, je n'apporte pas le compost pour la culture de l'année. C'est très plutôt fumure en fait. Là, c'est du broyat. Là. Moi, c'est compost de déchets verts, c'est ça quoi. Voilà. Quand je dis on compost, peut faire la ça. différence entre du broyat et une fumure ou. Fumure animale. Fumure animale. Mais la fumure animale, du coup, t'en as pas. Non, j'en ai pas. J'en ai pas, ou c'est vraiment ponctuel. Là, c'est un essai sur les patates. Je dis bon, c'est exigeant, patates nouvelles, j'essaye, je mets un peu de fumier de poule. En plus, il est quand même très pailleux. Le fumier de poule, il est comme ça quoi. Et avec les amendements annuels de compost broyat entre les deux, vu que tu as un CCN qui est assez haut, tu n'as pas observé de petites baisses d'activité de tes légumes, donc une pseudo fin d'azote au printemps. Au début. Si, au début, ouais. Okay. Ouais. Et même la première année, c'était cata. L'année suivante, moins. J'ai l'impression que ça s'améliore. Et puis aussi, j'anticipe un peu mieux. Je sais que le tourteau de ricin aussi, ça minéralise plus tard, quoi. C'est un peu plus lent à minéraliser. Donc je vais plus choisir quelque chose de plus rapide pour vraiment les tout premières plantations, quoi, du mois de mars. Tiens, regarde. Toutes tes activités lombriciennes. Si vous voulez regarder, prenez, mangez-en tous. En fait, on voit beaucoup de petites lombrimixions, peu de très grosses galeries tout de même. Mais il y a vraiment beaucoup de petites déjections un peu plus noires, plein de petites galeries de toutes sortes. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et tu vois, ce qui me fait dire qu'il y a des moments où ça a été humide assez longtemps, ils ont beaucoup bossé, et puis là, ils ont complètement aussi disparu, quoi. Donc, quand ils disparaissent, ils meurent ou ils vont en profondeur, ils attendent? Il faut creuser plus profond. Je sais pas, mais en tout cas ils sont pas là. Et donc il y a un souci parce que là c'est à peu près humide. En humidité t'es pas trop mal pour qu'ils puissent bosser. Tout petit peu sec, un petit peu trop ressuyé. Mais normalement ils devraient y arriver. Et là tu vois, on a regardé dans notre planche, on a regardé là, il n'y en a pas. Donc tu vois, c'est peut-être en fin d'été, là il y a un moment, c'est trop sec. Comme tu dis, le goutte à goutte, là tu es aussi en goutte à goutte Ah oui, tout l'été je suis en goutte à goutte. Voilà. Et c'est aussi cette année, là, il y a presque la moitié de la serre qui sera pas en culture ou en engrais vert, et là je vais mettre aspersion tout l'été. C'est la première année que je fais une pause sur la moitié de la serre. Ils ont eu soif à un moment et donc là on les retrouve pas, c'est pas normal parce que c'est en ce moment qu'ils sont en train de bosser comme des dingues, quoi, normalement. Là il y a de la bouffe sur le sol, ça manque ils sont censés y aller, quoi. Et c'est je pense l'erreur qu'on a fait dans la moitié de toutes les fermes du réseau, c'était de vouloir économiser de l'eau les premières années, et c'était pas la bonne idée, quoi. C'est sûr qu'on tire sur toutes les charges, hein. Puis c'est les investissements aussi, c'est beaucoup d'eau, ça veut dire un puits qui tourne bien,
Mais ça veut dire que pendant ce temps, tu peux peut-être pas faire beaucoup de solanacées, enfin des tomates par exemple, si tu fais que de l'aspersion. Non, mais tu peux mettre du goutte à goutte aussi, mais voilà, mettre beaucoup d'eau, bah, c'est déjà, il faut l'avoir. Ouais, c'est ça, il y en a qui n'ont pas d'eau, quoi. Mais des fois, il faut se poser la question, est-ce que refoutre 1000 m3 d'eau du robinet, c'est pas une bonne idée aussi, quoi, tu vois. Parce que tu veux que ça pousse, quoi. La première année, il faut moi, j'ai que ça, j'ai que de l'eau potable. Voilà. Et après, bon, bah, la facture, elle pique un peu, mais... Après, il y a des retours sur des mulches épais. Les plantes, de toute façon, elles évapotranspirent. Donc mulch ou pas mulch, de toute façon, elles pompent de l'eau. Ce que tu limites avec les mulches, c'est l'évaporation simple de l'eau par la chaleur du soleil. Mais il en évapore de toute façon quand même, quoi. Obligatoirement. Ce qui garde le mieux l'eau, c'est les bâches étanches, hein, malgré tout. Même si ça chauffe, en fait, ça enferme l'eau. Après, là où ça déconne un peu, c'est quand tu mets une bâche étanche et puis que tu as un trou tous les 30 ou tous les 60, en fait ça chauffe sous la bâche, ça évapore et puis ça te fait une belle cheminée de vapeur d'eau qui sort sous ta plante. Et ça se trouve c'est encore pire. Ça se trouve c'est encore pire. Si tu veux garder un sol bien sec juillet-août, bien humide juillet-août alors que c'est la canicule, voilà, des fois c'est 10 mm par jour que tu peux venir mettre. T'en fous 50 mm toutes les semaines pour que ça se mouille bien, quoi. Mais on voit des super résultats avec ça. Moi je l'ai vu notamment en serre chauffée. Tous les essais où on avait une irrigation bien régulière, les vers de terre sont multipliés en 6 mois et sinon ça n'arrivait pas à venir, quoi. Et dès qu'un bac séchait, tout le monde mourait, quoi. Et après il fallait attendre 4-5 mois pour qu'il se redéveloppe. Donc c'est le seul endroit où j'ai fait un apport massif incorporé. C'était que du copeau de bois, il n'y avait pas de compost de déchets verts, c'était que du copeau de bois. J'ai vraiment mis un peu de sous là-dedans pour faire l'expérience. Parce que du copeau, si on ne trouve pas de bon plan, c'était 57 € la tonne. J'ai mis l'équivalent d'une bonne centaine de 100 tonnes hectares. C'était derrière une culture de patates en fait, donc culture de patates. Ensuite, incorporation de copeaux de bois, pas très profond finalement, avec un vibro qui descendait à 20, 25. Semis d'engrais vert. Il y avait beaucoup de reliquats d'azote cette année au niveau des patates, donc l'engrais vert aussi a bien poussé. Et donc c'est Seiglevès. Le Seiglevès, l'année suivante, je l'ai broyé, j'ai mis des bâches d'occultation. Et quand j'ai enlevé la bâche, j'ai mis du foin avant l'implantation des choux, de l'herbe fraîche broyée. Donc là, c'était ma zone un peu de production, on va dire, de biomasse. La luzerne, là, on voit pas de luzerne pour l'instant, mais c'est un peu une luzernière à droite. Et donc c'est là avec le broyeur, là, l'ensileuse que je suis venu prélever et mettre ici une bonne épaisseur. Là. Et ensuite, on écarte et on a planté les choux à meublir. C'est un peu long comme chantier, mais après, c'est sûr qu'on n'a pas eu de désherbage, d'entretien de culture sur les choux. Ici, il y a un petit apport de compost de déchets verts. Si. Ouais, si, il y en a un. J'ai oublié de vous le dire, ça. Je l'avais plus dans la tête. Mais bon. Voilà. Ce qui reste en surface. Mais pas un apport massif, quoi. L'apport massif, je l'ai fait vraiment à l'automne incorporé, quoi. Donc 2019, automne 2019, j'incorpore le copeau. On a l'impression que c'est pas descendu plus que là, quoi. Ou alors c'est déjà, non, on a l'impression que c'est vraiment en surface. Parce que ça, c'est pas ton compost de cette année, ça. C'est le broyat. Ouais, c'est ça, là. C'est en train de se faire. 18 mois, ouais, c'est pas trop décomposé, c'est un petit peu longué quand même. Et donc là j'étais à 1,5 de matière organique, c'est là où j'avais fait le... Ouais. Tiens, C'est à combien maintenant? Bah, je vais refaire une analyse cette année pour voir. Après 2 tu ans. regardes, tu as sans doute toutes les particules fines du broyat qui se sont mélangées. On est 18, oui, on est un peu plus d'1 an après. Et tous ces gros bouts là, ils sont encore là, tu vois. Et parce que là, tu irrigues comment tes choux? Aspersion. Ça me donne le sentiment que c'est un petit peu long, quoi. Au bout de 18 mois, normalement, c'est quand même bien poussé, quoi. Ça me donne le sentiment que c'est un peu long, il y a pas mal de verre, mais c'est pas la grosse folie. Si on regarde un peu en profondeur, on a des trous, quoi. Mais tu vois, t'as pas dû l'incorporer très profond, parce qu'en dessous, il y a
Là on est à Non. un gros 20 quoi. Et, on voit notamment pas de traces de gros épigées, quoi, de gros anéciques. Assez peu quoi. Il y a pas... Rayuna, je sais pas ce que c'est. Ouais, il est un peu costaud celui-là, mais il n'y a pas encore de traces de gros balaises quoi. Ça... On voit pas mal les perforations, là. Vous en avez là, bon ça commence à bosser quoi. Mais en 18 mois c'est un petit peu lent je trouve. Donc là pareil, t'es seul peut-être qui sèche un peu quoi. C'est sûr qu'avant que je plante les choux, j'ai rien mis. Avant le mois de juillet. Ouais. Et t'as remis de l'eau que à la plantation de choux. Voilà. Donc arrivé en juillet, c'est déjà sec quoi. Ah oui, puis avec un engrais vert comme ça. Oui, ça a tout pompé, ça a tout desséché quoi. Donc puis oui, je sentais que le tracteur ça portait bien. Ouais. Pas de soucis quoi. Pas de soucis. Je pouvais y aller. Voilà. Mais les vers de terre ils galéraient quoi. Ça amène à une réflexion sur parce que c'est vrai que mettre de l'eau juste pour mouiller des vers de terre, c'est un peu con. Donc ça amène à la réflexion de comment enchaîner les cultures pour justifier l'eau et la rentabiliser quoi. Et pas juste arroser les vers de terre quoi. Alors est-ce que ça prend juste plus de temps? Bah peut-être pas, parce que si tu as des grosses phases de sec et qu'ils meurent tous, tu vois, c'est pas juste il faut attendre qu'ils reviennent, c'est qu'ils peuvent aussi tous crever quoi. Ça peut être aussi ça. Alors après la solution c'est que tu montes encore plus haut ton taux de matière organique et avec moins de vers de terre ça minéralise tout autant quoi. Parce que tu as un peu un équilibre comme ça. Mais bon il y en a un peu hein. Ça demande qu'à revenir. Malgré tous les turicules qu'on voit, sur place. il n'y en a quand même pas beaucoup, c'est bizarre. Il y a un peu de monde hein. Ouais, c'est régulier quand même. Il y a un peu de monde et c'est ça qui est trompeur, c'est que des fois on voit des turicules mais faut les comptages c'est quand même ce qui vient arbitrer à la fin parce que les turicules tu peux en voir puis en fait tu peux avoir une grosse activité lombricienne qui sort pas trop de turicules, tu sais pas pourquoi. Tu vois celui-là là, regarde. Là tu as des chances d'avoir un gros pépère. Il nous ressort le sable blanc là. Lui c'est peut-être un gros qui est en train de faire le fond de sa galerie parce que tu vois le sable n'a pas du tout la même couleur. Non, c'est que non. Et donc si tu mets côte à côte, tu vois que là le sable, voilà il y a du monde là. Tu vois que le sable là il vient d'ailleurs. De manière générale, face aux aléas climatiques naturels, dans un sol argileux ils s'en sortent mieux que dans un sol sableux. Mais c'est aussi pas si vrai que ça, parce que dans un sol sableux tu peux avoir des très grosses espèces qui se développent, c'est ce que je vous montrais, les vers géants. Et eux en fait, s'ils trouvent de l'eau dans le fond, tout ce sec au-dessus ils s'en foutent quoi. Les machins il faut 1m50. Donc ils sont beaucoup plus résilients. L'idée, je sais pas si c'est vrai, c'est aussi quand vous avez un gros ver, comme il respire par la peau le ver, en fait vous avez un volume de bestiole, de chair de bestiole par rapport à la surface, qui fait qu'il évapore beaucoup moins par rapport à son volume de viande quoi, tout simplement, parce que le ratio volume sur surface est beaucoup plus élevé. Et on peut considérer que donc en fait il évapore beaucoup moins d'eau parce qu'il est gros quoi, pour une activité métabolique donnée, et équivalente on va dire. Mais le problème c'est que faire revenir des gros vers, faudrait déjà carner. Et donc on peut pas dire qu'ils préfèrent les sols sableux ou les sols argileux, c'est une question d'eau et d'humidité quoi. Enfin d'eau, d'humidité et de bouffe. Et de charrue. C'est beaucoup de charrue. On peut aller voir là où il y avait les cours. Le jeu. Ah bah là, ça y est, là il y a plus de trucs là. En fait le ver de terre il n'aime pas qu'il y ait de l'eau qui remplisse sa galerie. Et ça il déteste ça. Et c'est pour ça que par exemple quand tu as des drains agricoles, il fait sa galerie, il chope un trou du drain, puis il descend pas plus bas. Il est content, parce qu'il évacue le trop plein d'eau. Alors je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie de survie, parce que quand c'est sec en surface, il n'arrive pas à descendre plus bas. Mais de manière générale, en fait, il va descendre, et tant que quand il y a des grosses pluies, ça remplit le fond de sa galerie, il continue de descendre. Et Marcel a vu des galeries comme ça à 40 mètres, 50 mètres, et les spéléologues dans les grottes, ils en trouvent à plus de 100 mètres. Quoi. Mais juste l'anécique de base. Quoi. Si tu as un arbre qui descend, qu'on voit ses racines et que ça atterrit dans une grotte, et dans la grotte, tu vois de temps en temps un ver de terre qui se pointe. Quoi. Parce que il suit la racine et puis c'est tout. Tant qu'il a à bouffer, lui, il s'en fout d'être en profondeur dans le sol. Donc si tu veux, si tu as des exsudats racinaires, si tu as des petites racines mortes et puis qui peut se balader, ou tu as un peu d'infiltration d'eau avec de la matière organique dedans par exemple,
Bon, lui, il est content, il descend, il se balade, quoi. Il s'en fout de savoir si ça 100 mètres ou 50, lui, ça l'impressionne pas, tu vois. Ça fait combien de temps, un ver de terre? Ça peut vivre plusieurs décennies, même les petits, les Essénias, là. Dans la pratique, un ver de compost, les Essénias, dans la nature, ça vit 4 mois, parce qu'après, il a soif et puis il meurt. Mais si en élevage, il peut vivre 20 ans, quoi. Et en fait, c'est un animal qui se régénère énormément. Et on dirait même qu'il ne vit pas vraiment, quoi, en fait. Il est tout le temps en train de se régénérer, quoi. C'est des animaux très anciens dans le règne du vivant, quoi, et donc ils ont des capacités de régénération qui sont assez impressionnantes, quoi. Là, il y en a pas mal là. Oui, c'est pas... Et là, tu avais intégré pareil. Non, là, il n'y a pas eu d'incorporation. D'incorporation. C'est que la surface. Là. Et donc là, on voit bien toutes les marbrures de verre qu'on réussit à descendre. C'est pas mal, ça. De la matière. Il y en a des belles quand même, enfin, tu vois, ça fait des jolies descentes. Ça a bien bossé, quoi. Là, ça fait 3 ans. Ouais. C'est le temps de travailler. Et donc là, toi, en termes de, qu'est-ce que je veux dire, de structure du sol, l'intrant massif que tu as fait, il te semble suffisant ou tu as envie d'en faire plus ou... Non, maintenant, entretien, hein, c'est Ouais. bon. Hein. Parce que tant qu'on arrive à planter la petite pelle facilement pour mettre le plan, C'est l'essentiel. voilà. Sur du sable comme ça, c'est vrai que tu n'as pas de problème d'enracinement majeur. Ça va y aller de toute façon. Là c'est prévu plutôt la semence, donc les oignons semences, ceux qui vont monter un peu haut là. Donc je me pose la question plus est-ce que je remets une petite couche pour éviter des levées d'adventices s'il y en a en surface, pour éviter C'est vrai du que là, désherbage. c'est un peu léger. On voit un peu du sol nu. Tu as des bords de planches comme ça nus. Voilà, ça va sortir ici. Ça fait combien de temps que c'est débâché? Là ça fait vraiment pas longtemps. Là. Ouais. C'est moins d'un mois. Ça fait moins d'un mois, mais n'empêche que tu n'as pas grand chose qui a germé. Bon, on est au mois de février. Là on a les premières chaleurs. Et dès que ça va chauffer. Encore que, parce que si tu veux, comme tu as quand même pas mal de matière organique carbonée enfouie en face, déjà normalement tu n'auras pas trop de nitrophiles qui va germer. D'ailleurs, tu as dû voir une forte évolution de tes adventices, tu ne dois plus avoir trop de nitrophiles, alors qu'avant tu devais en avoir beaucoup, non? Dans les nitrophiles, on compte quoi? J'ai Les le fruits de pourpier terre, qui des trucs reste. comme ça? Ouais, et sinon, kénopode, t'avais, C'est bon, ouais. ça c'est fini. Ouais. Et t'avais quoi d'autre? La marante. La marante, l'autre la Ouais. persicaire, la renouée. Renouée persicaire, ça savais pas ça? Non. C'est des espèces de feuilles de pêcher allongées. Ouais. Donc tout ça, ça a disparu. Enfin, Oui, sauf quand ça tu reste- regratouilles un peu. quoi. Ouais. Et par contre, c'est les graminées qui reviennent beaucoup plus après. Bah, tu le vois dans tes choux, ça. T'as la prairie qui va. Elles sont belles les graminées. Vous avez vu le vert là dans les choux là, ça pète là. On dirait qu'elles sont en plastique.